là, comme ça, puis peut-être avec l'idée d'être interrogé, tout se faire, je peux pas te dire un seul nom. C'est marrant, c'est Ah marrant. oui. Mais après, c'est aussi assez démonstratif par rapport à ta voxographie. Je te dis, il y a elle est longue comme le bras, et pourtant, on a du mal à en trouver un ou deux qui se détachent vraiment, Oui, que tu as tenu, enfin, que tu tiens. Il y en a que tu tiens depuis des années, mais pour les citer, pour les nommer, je peux pas te dire. c'est pas pareil, j'ai Je peux pas capitulé. te dire. Je les reconnais, C'est ça, en mais fait. je connais pas leur nom. Quand tu les vois, tu fais: «Ah oui, c'est lui». Oui, Bon, oui, d'accord. oui, c'est ça. Ouais. J'aurais pu commencer l'émission avec une bolée de cidre et faire un jeu de mots facile, mais heureusement, ce ne sera pas le cas. Non, à la place, nous allons nous creuser un peu et aborder les tribulations du comédien, tout du moins ses voyages professionnels et artistiques. Bernard nous apprend ce qu'est un comédien difficile à doubler, qu'une bonne entente avec le chef de plateau est indispensable pour délivrer une interprétation de qualité, que la lecture est un des cœurs du travail de comédien, que le métier de comédien n'est pas un métier d'illuminé, mais tout à fait concret, que certains comédiens aiment se parer de principes moraux vertueux afin de mieux asseoir leur position privilégiée. En d'autres termes, est-ce qu'un milieu peuplé de gens qui simulent ne serait-il pas lui-même qu'un simulacre de communauté? Bernard, qui va nous laisser avec l'une des conclusions les plus inspirantes à ce jour, pense qu'il y a un danger à prétendre avoir un avis sur tout, puisque comme il dit, je cite, « On ne croit pas ce que l'on voit, on voit ce que l'on pense ». Un homme n'atteint la maturité que lorsqu'il cesse de chercher l'approbation d'une femme. Que penses-tu de cette citation? Un homme atteint la maturité Que lorsqu'il lorsqu'il a... cesse de chercher l'approbation d'une femme. C'est-à-dire que l'existence d'un homme serait liée quasi exclusivement à cette recherche d'approbation. Est-ce qu'il y a du vrai? Est-ce que c'est complètement faux? Est-ce qu'on cherche l'amour Mais je ne maternel? suis pas certain que ce soit vrai, parce que rechercher l'approbation d'une femme, alors d'une femme spécifiquement, oui, ou des autres peut-être, est-ce que c'est un signe de maturité que de ne plus rechercher l'approbation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Intuitivement, je dirais plutôt non. Mais il faudrait que je réfléchisse un peu plus Et sur la si on question. remplaçait une femme par autrui? Oui, oui, c'est ça. De toute façon, je l'entendais déjà comme ça, par autrui. Heu, alors, ça fait référence à une forme de détachement du monde comme ça, comme si, avec l'âge, on se détachait du monde et de l'objectivation, c'est-à-dire de ce que l'on représente dans le regard des autres. Heu, heu, enfin moi j'en suis pas là. Je ne suis qu'un gamin. Est-ce que c'est quoi pour toi la maturité alors? On pourrait peut-être poser la question comme ça. Ah, la maturité. Donc tu me dis que Alors parce que tu y moi es pas j'ai le encore. sentiment actuellement d d'entrer dans cet âge un peu de la maturité. Peut-être que j'y arrive bien tardivement, j'aurais dû il y a heu, peut-être un petit peu moins le désir, la nécessité de consommer. De consommer et les autres et de consommer peut-être aussi les enfin, voilà. C'est je dirais que la maturité, c'est peut-être plus ça. Que l'idée de l'approbation ou de tout ça, parce que je crois que c'est tellement lié à l'homme et quand on fait quelque chose, quand on monte sur scène, un comédien mature, je pense qu'il a besoin de l'approbation. Donc c'est pas une échelle de valeur, l'approbation d'une femme ou l'approbation des autres, d'autrui, pour qualifier la maturité. Je dirais c'est plus ça, à l'aune de sa consommation. Voilà. Dans un monde très consumériste, Oui, non, c'est mais pas mal. consommation, ça peut être consommation de tout, ça peut être le sexe et la drogue et l'appétit le désir de posséder, d'avoir ou de je ne sais quoi. Peut-être que la maturité, c'est ça, Se contenter de ce qu'on a? c'est alors certainement, arriver à se contenter de ce que l'on a, ça, c'est un signe de maturité, il me semble, ouais. Certains disent que
c'est le chemin du bonheur. Se contenter de ce qu'on a. Oui, alors le bonheur, il faudrait le définir un petit peu, comme si c'était une chose établie, comme ça, et intangible, immuable. Non. C'est sans doute se contenter de ce que l'on a, c'est pas facile, c'est pas évident, surtout dans notre monde. Dans notre monde qui est le monde de la société du spectacle, hein, on le sait depuis 50 ans, où on se compare beaucoup. On a les éléments de comparaison, hein, c'est-à-dire que si on se met devant un écran, on voit ce qui se passe autour de nous, on voit des gens beaux, qui rient, qui sont satisfaits, etc. Mais beaucoup de mise en scène. Beaucoup de mise en scène, certainement, mais et on se compare un petit peu à ça, donc c'est difficile d'arriver à se trouver au milieu de ce monde-là, on se compare tout le temps. Enfin, on a des éléments. J'imagine qu'autrefois, ça devait être plus difficile de se comparer. On se comparait quand on était ouvrier ou bourgeois de l'autre quartier ou quelque chose comme ça, mais ça n'allait pas. Là, c'est vraiment dans son intimité qu'on se compare en permanence, qu'on peut se comparer en permanence. Et je ne sais plus quelle était la question, pardon. Mais c'est mal barré, c'est ça que tu veux dire. Grosso modo, c'est mal barré si on se compare. Oui, c'est difficile de faire autrement oui, c'est mal barré, tu as raison, c'est ça. Se comparer, c'est l'expression d'une fragilité qui est en nous, et il faut essayer de pas trop se comparer. T'as des idées comment se protéger de ça? Parce que à l'époque des réseaux sociaux, on est renvoyé systématiquement à l'image des autres. Encore une fois, une image très très mise en scène. Ouais. Les gens vont poster des photos, des images, des tranches de leur vie qui sont présélectionnées et embellies. Oui. Et du coup, on voit ça en se disant, l'autre, il fait mieux que moi, il a mieux que moi, il vit mieux que moi. Oui. Alors, est-ce que c'est en s'abstenant de regarder ces images qu'on y arrive? Je pense que le monde dans lequel on est, c'est difficile, parce qu'elles sont partout. C'est en essayant de se dire que, in fine, dans le fond, ça vaut le coup d'être soi-même, d'être ce que l'on est. Moi, je me dis parfois que, évidemment, j'ai pas toutes les qualités, évidemment, il y a plein de gens formidables et puis qui réussissent très bien leur vie, leurs amours, leur métier, toutes ces choses-là. Donc, alors là, mais alors si je me compare, je me dis et puis alors ça crée des échelles de valeur, ça crée une difficulté à vivre. Peut-être qu'on peut se dire que, dans le fond, et si j'arrive à me regarder dans la glace, au fond des yeux, j'ai légitimé mon existence. Et c'est peut-être suffisant. Super, c'est bien, ça me plaît ça. Curieusement, cette question risque de faire écho à la précédente. J'ai lu sur RS Doublage, à propos de tes débuts en tant que comédien, que tu réponds « Une jeune femme au parfum enivrant, envie de la suivre » pour tes débuts. Alors, quel était ce parfum qui t'a guidé sur la voie? C'est génial, c'est marrant, parce que c'est vrai. J'étais à Bordeaux, avant le conservatoire, parce que je faisais 3 fois rien, je poussais les caddies dans les supermarchés, etc. Et puis, je vais à l'époque au CIDJ, c'est un truc pour les jeunes, et je vois qu'une jeune fille, j'avais envie de draguer, une jeune fille cherchait une réplique pour entrer au conservatoire de Bordeaux. Très bien, je la contacte. Et puis, on se parle, puis elle me dit « Mais tu devrais essayer de le passer aussi ». Je n'avais pas grand-chose à faire, je lui dis « Ok ». Et cette année-là, c'était la première année du conservatoire de Bordeaux, et j'étais le seul garçon à me présenter, donc j'ai été pris sur des textes, ça devait être nul, je ne sais plus, mais ça devait être nul. Et il y avait cette fille. Donc, j'étais tout à fait content d'être... J'étais allé un petit peu pour ça. Et cette fille-là avait un parfum
extraordinaire et que j'ai retrouvé, que j'ai oublié après, et que j'ai retrouvé un jour dans les couloirs de dubbing. Le parfum ou la fille? Le parfum, Ok. le parfum. La fille, je ne pourrais même plus la reconnaître, puis c'était il y a bien longtemps. Ouais. Et c'est une comédienne que tout le monde connaît qui porte ce parfum. Et chaque fois que je ne pourrais pas le décrire, le parfum, là maintenant, je serais, mais quand je la croise, elle a ce parfum-là, en un quart de seconde, je suis à Bordeaux il y a 40 ans. C'est ça, la magie des odeurs, des Ouais. sens. Ouais. Apparemment, quand on va acheter un parfum dans une boutique spécialisée, un vendeur, une vendeuse vient et nous demande qui on est, ce qu'on recherche. Et donc, parce que maintenant, les parfums sont tellement développés qu'ils ont un parfum pour chaque personnalité. Donc, qui es-tu? Et en gros, le parfum que tu choisis va dire, pas forcément celui que tu aimes, mais celui que tu aimerais être. En tout cas, celui que tu voudrais présenter aux autres. Oui, oui, je pense. Et que toi, si... tu sais, le parfum que tu portes, ce qu'il non, moi qu'il je porte donne. très très rarement Le parfum naturel, toi. oui, c'est un peu mais si de temps en temps j'aime bien, mais c'est très 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 rare. J'ai pas de bijoux, j'ai juste une alliance, mais depuis tout, j'ai jamais eu de bijoux. Le seul bijou que j'ai eu, c'était à l'âge de 12 ans pour ma communion solennelle, j'ai eu une montre et je l'ai portée 15 jours et au bout de 15 jours je l'ai posée et puis depuis je n'aime pas tout ce qui, enfin bon, Tout ce qui est ostentatoire, finalement. oui, c'est même. Non, oui, j'aime pas avoir des trucs. Des bagouses. Des bagues, des choses comme ça. Je trouve que ça peut être très joli, hein, mais pour moi, ça ne me convient C'est pas pas. ton style. Ouais, c'est de pas mon style. justement. Et alors, pour les parfums, il y a, j'y connais rien, mais j'aime bien les parfums avec du chèvrefeuille. J'aime bien les parfums avec du chocolat. J'aime bien ce type de parfum. Mais après, je connais rien. J'y connais pas. Pour toi ou pour les autres? Pour ce qui me concerne. Ok. Pour ce qui me concerne. Et pour les autres, ça dépend tellement de l'âge, de la personnalité, du tempérament. Quand on dit à quelqu'un, oh, dis donc, t'as un parfum qui te va, on ne sait pas trop quoi. Intuitivement, on sent une correspondance entre ces effluves et puis et je ne sais pas, le tempérament, la corpulence, le sourire de la personne qui le porte. Je ne pourrais pas dire, mais enfin voilà. Tu aurais fait le conservatoire de Lyon. Tu as commencé ton parcours de comédien à Bordeaux. Tu vis aujourd'hui à Paris. Est-ce que la vie de comédien est une vie de voyage? Physique, artistique, spirituel peut-être? Ouais. C'est plus des déboires sentimentaux qui m'ont fait aller de l'un à l'autre, enfin au moins entre Bordeaux et Lyon. Et entre Lyon et Paris, c'est parce que je jouais à Lyon et une pièce à Mogador se proposait. Et j'ai été pris pour... ça, c'était super, pour jouer Christian dans Cyrano de Bergerac avec Weber. À Mogador, c'était top. Tout d'un coup, je connaissais pas la capitale. J'arrive dans un magnifique théâtre privé. Où on a joué 600 fois, c'était plein. Il y avait 1800 personnes tous les soirs. C'était top. Et alors, est-ce que c'est une vie de voyage? Je pense que ça l'a été. Enfin, il me semble quand même moins de tournées. On achète moins facilement les spectacles. Ça se fait toujours, bien évidemment. Une vie de voyage. Alors, c'est dire qu'on voyage avec des textes différents. Hein, évidemment, on rentre dans des univers qui ne sont pas, qui sont très différents. Est-ce que oui, c'est une forme de voyage, peut-être. Une pièce est un voyage finalement. Une pièce, c'est vraiment un voyage. Et pourquoi? Parce qu'on découvre la pensée d'un auteur, une écriture, et d'une certaine façon, on se découvre en essayant de
en essayant de la proposer à l'oreille du public. C'est-à-dire que un texte, un texte, tout le monde peut lire un texte, tout le monde peut dire un texte, peut faire l'effort d'apprendre. Donc on pourrait considérer que les comédiens sont interchangeables, puisque tout le monde peut le faire. Et pourtant, c'est pas tout à fait vrai. Parfois, on va voir tel comédien, telle comédienne. Pourquoi? Parce que on va en tant que public se coltiner, se mettre en rapport avec un tempérament, avec une intelligence, avec quelque chose avec un physique, avec quelque chose de cérébral, etc., avec la singularité d'une personne. Et il me semble que vraiment l'intérêt du théâtre, je ne sais plus si on répond à la question ou pas. C'est très bien ce que tu dis, en tout cas. L'intérêt du théâtre, c'est voir, c'est écouter, c'est être en rapport avec un tempérament qui exprime, qui dit le texte d'un autre, mais un tempérament singulier. Voilà. Et oui, parce qu'on parlait du voyage au départ, et c'est-à-dire que il y a une forme de voyage à comprendre un texte, à l'intégrer à soi, sans idée. Quand je dis comprendre, c'est pas avoir une idée sur le texte. Très souvent, quand on a une idée sur les textes, on enferme les textes dans quelque chose qui est souvent plus réduit que le texte lui-même. Les auteurs, les auteurs qui comptent sont quand même des esprits vastes. Moi, j'ai parfois une compréhension plus réduite. Donc, c'est pas cette compréhension-là dont je parle. Le voyage, c'est la compréhension que physiquement on a, que la bouche peut avoir. Ça paraît un peu bizarre, ça fait un peu bidon de parler comme ça, mais je crois vraiment qu'un texte, que la bouche doit le connaître. On le connaît pas par cœur là, on le connaît par cœur, c'est-à-dire qu'on connaît son rythme, on connaît, on ressent les virgules, les petits points, ces choses-là. Et quand c'est un texte littéraire qui est écrit, qui a été très pensé, et à partir de ce moment-là, tout d'un coup, le texte peut vivre vraiment. Là, pour le moment, avec Gabriel Ledoz que tu connais, on a créé un collectif. Quelque chose sur comment? Un collectif? Non, pas un collectif, mais un travail sur Nathalie Sarraute, qui est un auteur du XXe siècle, publié dans la Pléiade de son vivant. Donc c'est un auteur qui compte, qui a écrit quelques pièces et des romans. Et donc ça fait quelques années qu'on est sur cet auteur-là, et on commence à le percevoir intimement. Et je pense que ça commence à devenir intéressant pour le public. C'est-à-dire que notre perception assez juste, je crois, de ce travail extrêmement intelligent, extrêmement subtil, on commence à le percevoir, parce qu'il est complexe. Hein, on croit qu'on comprend rapidement, mais pas du tout, c'est faux. On enferme rapidement, on ne comprend pas rapidement. Et là, alors on va le proposer à Avignon là, pour la 3e fois, et chaque fois, donc on répète là pour le moment, et chaque fois on y trouve des subtilités supplémentaires. Et c'est-à-dire que les subtilités supplémentaires, c'est quoi? C'est juste, in fine, dans le fait de dire avec simplicité le texte, avec nos tempéraments. C'est indispensable. C'est pas être neutre, c'est mettre son tempérament, pas son caractère, c'est pas faire des colères, des machins, gronder, non, on s'en fout de tout ça. C'est le tempérament, la densité, c'est la densité de chacun au service du texte, quand il a été bien absorbé, justement. Et donc ça évolue. Ça évolue tout le temps. Là, depuis 3 ans, 4 ans même peut-être, qu'on travaille ces textes-là. Il me semble que maintenant, on arrive à en donner la moelle la plus intéressante pour le public. Et les retours sont excellents. Oh, génial. Bah écoute, Avignon, c'est bientôt, donc oui. Je te souhaite tout le bien. Avant même le doublage, on te sent possédé par une âme théâtrale.
Qu'est-ce que le comédien cherche ou trouve au théâtre? Ce que le comédien, pas le spectateur. Ah oui. Ce que le comédien cherche ou trouve. Alors, je sais pas, j'ai jamais réfléchi vraiment à ça. Je pense que c'est très lié. J'espère que c'est très lié. Qu'est-ce qui est lié? C'est-à-dire que ce que cherche le spectateur et ce que cherche le comédien, il faut que ce soit lié, il me semble, à un moment donné. Ou alors c'est un travail, je sais pas, masturbatoire, c'est un travail où on se considère comme artiste et donc à l'abri de toute critique puisqu'on est artiste. Moi, je ne crois pas du tout que les comédiens soient des artistes, ni que quand je signe en doublage artiste, un truc comme ça, je comprends pas. L'artiste, c'est celui qui invente des formes. Il y a quelque chose de nouveau dans ce que fait l'artiste. C'est pas juste quelqu'un qui est singulier à certains moments, qui dit bonjour, passe-moi le sel, d'une façon. Certains le sont. Je pense que chez les comédiens, il y en a certains qui le sont, qui sont artistes. Quand on entend Trintignant, et oui, moi j'évoque des gens qui un C'est peu très de ma bien. génération, enfin un peu avant ma génération, mais enfin là, tout d'un coup, il y a comme une forme qui est inventée de, entre, entre la beauté du son de sa voix un peu nasale, très cérébrale, comme ça, très, très, très profonde, et son regard et tout ça. Il y a quelque chose qui s'invente. Là, il y a quelque chose de magnifique. Et là, effectivement, je trouve c'est un artiste. Mais la plupart de nos activités, je veux dire, on a des activités de comédiens, c'est-à-dire d'artisans, comme, comme un boulanger, comme un- oui, j'allais dire comme un traducteur, mais peut-être que les traducteurs, oui, enfin, je sais pas. Mais je pense qu'on a un travail, on fait un travail d'artisan. Et l'artisan, il a besoin soit de vendre sa poterie, soit de vendre son pain, soit de vendre sa production en tant que comédien. Donc, ce qu'il cherche, pour revenir à la question du départ, ce qu'il cherche est donc lié à ce que cherche le spectateur ou le client. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à faire rire. Si c'est un spectacle qui doit faire rire, il cherche à... Euh, j'ai pas réfléchi à la question. Il cherche techniquement à faire parvenir le sens profond du texte qu'il dit à l'oreille déjà, techniquement, et à la compréhension des spectateurs. Pour moi, c'est la chose principale. C'est me dire, si je suis sur scène, quand on monte sur une scène, il y a en corollaire une forme d'arrogance, celle de se dire, bon, ben, je vais me proposer devant un public qui en a vu d'autres et puis qui en verra d'autres, etc., etc. Il va falloir l'intéresser. Il va falloir qu'entre le moment où il arrive et le moment où il se passe quelque chose d'intéressant pour lui. Soit il rit, soit il est ému, soit il comprend quelque chose ou pas, ou un truc comme ça. Donc, c'est me mettre à son service. Le comédien doit se mettre peut-être au service du spectateur, mais pas à n'importe quelle condition. Pas de la façon la plus triviale, juste enfin, il doit se mettre au service du texte et en même temps au service du public, de façon à ce que le texte... Je suis confus, pardon. Mais tu cherches en même temps. Oui, je cherche en même temps. C'est bien, c'est spontané. Voilà, au service du texte, au service du public, de façon à ce que le texte soit reçu avec une forme de jouissance, soit cérébrale, soit intellectuelle, soit émotionnelle, je ne sais pas comment on peut dire ça, par le public. Voilà, c'est ça. Et après,
en second lieu, il y a, j'imagine, tout le plaisir narcissique d'être sur scène et puis de goûter aux applaudissements et à tout ça. Il faut pas le nier. Il y a quelque chose de très excitant, de vachement sympathique. On a fait le taf et puis tout d'un coup, il y a des applaudissements. C'est génial. Ça, quand il y en a, c'est vachement bien. Voilà. Mais voilà. Bon. Déjà, c'est bien. La même question au doublage. Vis-à-vis du doublage, que cherche ou trouve le comédien par rapport au doublage? Le doublage. Alors, on va dire plein de choses. Le doublage, c'est une des dernières... c'est un des derniers fromages proposés aux comédiens qui pour beaucoup, ont des difficultés financières. C'est difficile. Voilà. Donc, le doublage, c'est de l'argent. Ça fait pas loin de 40 ans que j'en fais, donc des comédiens qui font du doublage, et moi-même, j'en connais beaucoup, des centaines. Et je crois que quoi que l'on dise pour s'embellir, hein, pour associer le doublage à l'idée qu'il faut des artistes pour faire du doublage. Peut-être que Je crois qu'on cherche à anoblir la profession. Ah, complètement, je crois. Oui, mais c'est naturel, c'est normal. C'est pas gênant, mais je pense que ouais, c'est ça. Mais on y va. C'est essentiellement pour de l'argent. On est très bien payé quand on fait pas mal de doublage. Et en second lieu, c'est un plaisir formidable que de pouvoir doubler. Je pense que un rôle peut être bien doublé par un comédien si le comédien éprouve du plaisir. Je crois que l'inverse est impossible. De la même façon qu'un comédien doit être bien installé et que la relation soit agréable avec le chef de plateau. C'est absolument indispensable. Je ne crois pas du tout au chef de plateau dur, intransigeant, qui pousse les comédiens à aller au bout d'eux-mêmes. J'y crois pas une fraction de seconde. Ils auront une portion maigre du comédien s'ils agissent de cette façon-là. On parle beaucoup de bienveillance, c'est un mot à la mode, mais je crois qu'il est nécessaire dans nos métiers. Il est indispensable. Voilà. Donc c'est une sécurité financière, c'est beaucoup de plaisir et c'est un challenge. Lorsqu'on arrive sur un plateau, on ne sait pas forcément qui on va doubler, ce qu'on va doubler, le nombre de lignes. Et ce qui rend l'activité passionnante, mais vraiment passionnante. Moi, j'adore faire du doublage. Et puis entendre parfois des camarades arriver à doubler magnifiquement. Je trouve que c'est splendide, c'est un vrai plaisir pour moi d'entendre un travail bien fait. C'est formidable. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Sinon que... Que cherches-tu au doublage? Que cherche le comédien? Ah oui, alors ce que je cherche, c'est quand même des fins de mois rassurantes. Ok. Et puis, Te faire plaisir. et ce grand plaisir de comédien, de travail de comédien. Et il y a des chefs de plateau merveilleux avec qui on peut travailler. C'est simple, c'est direct, on travaille, on peaufine, on s'améliore soi-même, on améliore le résultat, on améliore ce qu'on fait. Et puis quand tout d'un coup, on arrive parfois à être content, à se dire que tiens, ça sonne bien dans les épaules, dans ce qu'on voit à l'image, tout d'un coup, c'est pas mal, ça sonne. Waouh, génial. C'est pas tous les coups
c'est pas à chaque fois, hein, voilà. Donc ça peut faire un petit peu peur, surtout quand on démarre. Les jeunes comédiens qui démarrent, ils ont les mains moites, ça fout les jetons. Il y a une technique à avoir, bon, tout le monde le sait. Il faut s'en abstraire, il faut être le plus décontracté possible, très important. Je veux dire, c'est pour ça que la relation avec le chef de plateau est absolument essentielle, pour tout d'un coup faire en sorte que un tout petit peu de vie passe à travers toutes ces contraintes. Il faut lire en place, il faut faire en fonction de l'humeur du monsieur qu'on a à doubler. Il y a tout ça. Et puis il y a plein d'autres contraintes, de son, de machin, de trucs comme ça. Et au milieu de tout ça, il faut que de temps en temps, il y ait l'émergence d'une bulle de vie, quelque chose qu'on n'a pas trop préparé, quelque chose qui sort. Mais pour ça, il faut être très décontracté. Alors, il y a des comédiens qui le font admirablement. Je donne pas de nom, mais c'est génial de les entendre ou d'être à côté d'eux. C'est super. Et de temps en temps, on peut y arriver. Voilà. Donc, voilà. Au doublage, tu as fait d'innombrables rôles dans des films, des séries, en jeux vidéo. Quels sont les comédiens qui te reviennent le plus? Alors, oui, il y a des comédiens que je fais relativement régulièrement. Je ne connais pas un nom des comédiens Très que je drôle. fais. Pas un nom. Ok. C'est-à-dire que comme je connais pas l'anglais et tout ça, ils ont souvent des noms, noms les étrangers. noms. Voilà, des noms anglais, c'est un peu bête que je dis, mais je ne sais pas. Je peux pas te dire. J'en ai Ok. fait des centaines. Ouais. Alors, si j'avais doublé Michael Douglas ou je ne sais qui, enfin des gens comme ça, je pense que je m'en souviendrais. Mais voilà. Tu fais un nombre incalculable de comédiens, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à te dire ah, Bernard Bollès, c'est la voix de. Oui, non. Non, parce que je crois que j'ai jamais doublé j'ai doublé des acteurs formidables et des acteurs connus, parce que quand je vais, ce sont des noms que je connais. Mais là, comme ça, puis peut-être avec l'idée d'être interrogé, tout se ferme. Je peux pas te dire un seul nom. C'est marrant. C'est Ah marrant. oui. Mais après, c'est aussi assez démonstratif par rapport à ta voxographie. Je te dis, il y a elle est longue comme le bras, et pourtant, on a du mal à en trouver un ou deux qui se détachent vraiment, Oui. que tu as tenu, enfin, que tu tiens. Il y en a que tu tiens depuis des années. Mais pour les citer, pour les nommer, Je peux pas te dire. pareil, Je peux capitulé. pas te dire. Je les reconnais, C'est mais, ça, en mais fait. je connais pas leur nom. Quand tu les vois, tu fais ah oui, c'est lui. Bon, Oui, d'accord. oui, c'est ça. Ouais. Ok, bon, d'accord. Je peux pas te demander alors quel est celui qui te demande le moins d'efforts. Alors, physiquement, s'il y avait des photos, je dirais celui-ci est plus facile, parce que il y en a un que j'aime bien doubler, mais il est très difficile. Il y en a un autre aussi que je trouvais très, très difficile à doubler. Évidemment, je connais pas le nom. Heureusement, depuis quelque temps, alors je sais pas s'il est mort ou si d'autres m'ont remplacé sur le truc, mais je n'ai pas à le doubler. Et bon, ça c'est pas mal parce qu'il était. Et de temps en temps, ça ne correspond pas. De temps en temps, alors c'est génial parce que c'est quand même un métier vachement sympa, vachement subtil, où il y a plein de corps de métier qui s'agrègent les uns aux autres pour essayer de donner à la fin quelque chose d'intéressant pour le public. Mais de temps en temps, rarement, parce que les chefs de plateau sont très très affûtés maintenant, mais de temps en temps, il y a des petites fautes comme ça qui peuvent se faire. Et quand on double un comédien qui ne vous correspond pas dans ce que l'on est, dans le tempérament, dans la voix, où il faut un peu trop là, c'est pénible pour tout le monde. Je parle à tort et à travers, je ne sais pas, Non, c'est pas je mal. me souviens plus du début de la... C'est quoi un comédien difficile à doubler? Un comédien difficile à doubler? Ah ouais, ça c'est une question intéressante. Un comédien difficile à doubler... Alors, c'est parfois... Je pense que quand on chope, quand on perçoit la cohérence, les cohérences d'un acteur, d'un comédien, ce qu'il fait est pensé en amont,
avec un metteur en scène qui a pensé... Là, si on le perçoit, on rentre dedans et c'est relativement plus facile. Peut-être qu'un comédien difficile à doubler, c'est un comédien qui ne sait pas trop ce qu'il fait lui-même, ou alors qui est très différent de tempérament de ce que l'on est, Je vois. qui peut être très bien, mais qui ne correspondent pas à ce que... Et oui, c'est pour ça que je partais sur les chefs de plateau. Et que de temps en temps, il peut y avoir une petite erreur de jugement de la part d'un chef de plateau, Erreur de éventuellement. Tu casting. vois. Et voilà. Et donc, on va dire, il est difficile à doubler, mais c'est que on n'y arrive pas. Ouais. Hein, voilà. Comme les textes, souvent, les textes... les textes de ces auteurs qui travaillent seuls, qui sont vilipendés, moins maintenant j'ai l'impression, sur les plateaux, parce que dès qu'un comédien n'y arrive pas, c'est évidemment la faute du texte, puisque l'auteur n'est pas là, tellement simple. Parce que c'est plein de gens, on est dans un métier où c'est plein de gens, c'est courage fuyant, enfin, c'est beaucoup de matamores, mais comment te dire, c'est un peu, voilà. Je crois qu'on est dans un monde, dans un milieu, le milieu des comédiens, et des comédiens en général, et notamment des comédiens qui font du doublage, des gens tout à fait, plein de gens formidables. Moi, la plupart de mes amis sont dans ce milieu-là. Enfin, euh, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de courage? C'est un milieu où c'est difficile d'exister. C'est un fromage intéressant à partager. Quand on a le pied dedans, on essaie de mettre le deuxième, les deux mains, et puis d'être totalement dedans le plus possible pour en bénéficier le plus possible. Il y a beaucoup de monde maintenant, beaucoup de comédiens. Donc ça peut créer des attitudes, alors vues de l'extérieur, un peu de gens comme ça, très sur deux, puis très courageux, toujours avec des principes moraux extrêmement établis. Puis quand tu vas chercher derrière, tu t'aperçois que ce sont des principes moraux qui sont au service essentiellement qui permettent d'assurer la position dans le métier. Tu vois, de certains. Je crois que tout le monde est un petit peu d'accord avec ça. Enfin, depuis, ça existe, c'est depuis toujours. Hein. J'ai bien vu ça depuis une quarantaine d'années. Oui, inadmissible, un truc, et puis tu t'aperçois. Enfin, bon, voilà. Ouais. Comment décrirais-tu ton métier quand on te demande, comment décris-tu ton métier quand on te demande ce que tu fais lors d'un événement communautaire ou mondain? Je le décris en disant que je n'ai jamais eu le sentiment, en 40 ans d'exercice de ce métier, de travailler au sens où le travail serait quelque chose de laborieux. Et ça, c'est une chance inouïe. On n'a qu'une vie, et de traverser son existence en ne ressentant jamais la fatigue, l'ennui du travail, parce que peut-être que certains... Enfin bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. La Ce qui besogne. fait que c'est une activité suffisamment intéressante, qui mobilise suffisamment tout ce qu'il y a d'excitant en soi pour avoir envie de travailler jusqu'au bout du bout du bout. Hein, et on le voit. Hein, on le voit, il y a des gens qui ont 80, 85 ans, même plus, sont toujours sur scène, vont continuer à doubler, et tout ça. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Voilà. Donc je le définirais presque... j'arriverai pas à définir vraiment la réalité de ce travail, mais juste en disant que il enrichit joyeusement l'existence. Voilà. Oh, d'accord. Je crois savoir que tu possèdes un théâtre. Pourrais-tu nous parler des problématiques rencontrées au quotidien? Alors, je ne possède pas de théâtre. Non. Parce que j'ai croisé Philippe Catoire qui m'a dit « Je joue chez Bollé ». Ah oui, non, mais c'est à la maison.
Ah, ok. Ah oui, 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 oui. D'accord, chez Oui, c'est à toi. la maison. Ok. Oui, 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 parce que il y a de temps en temps des spectacles, mais que je fais à la maison. On arrive à mettre à peu Ah, près 40, 42, 43 places assises. ah, ok. Et donc voilà. Ah, c'est Donc, chez toi, c'est oui, oui, pas. oui, oui, Ok, c'est à la d'accord. maison. T'as pas une Et après, on structure. lève le coude. Bon, bah, très bien. Bah, super. Est-ce que c'est facile d'être comédien? Alors, T'as parlé du plaisir d'être comédien. oui, oui. Est-ce que c'est facile? Je ne peux pas parler pour tout le monde. Je peux parler pour moi, uniquement. Être comédien, c'est avoir la possibilité de participer à des activités relativement différentes. Il y a du coaching, il y a du théâtre, il y a la télévision, le cinéma, la radio. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup à la radio. Et il y a beaucoup de formations, beaucoup de... enfin, il y a, le doublage, puis j'en oublie, enfin, beaucoup Des lectures. les lectures et tout ça. Je pense que la lecture, c'est un des cœurs du travail de comédien, le travail de lecture. C'est-à-dire faire vivre, en définitive, les mots. Hein. Euh, Pour moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai tout de suite travaillé. Euh, je- j'ai commencé à Bordeaux, par exemple, comme j'étais le seul garçon. Alors évidemment, j'étais dans toutes les scènes. Et puis 15 jours après, on a monté un spectacle avec deux filles. Et pendant tout l'hiver, toute cette année-là, premier contact avec le théâtre, on a donné un spectacle sur Boris-Vian dans tous les lycées d'Aquitaine. Et on avait une vieille 404 à disposition, on mettait le Waouh! décor dedans. Et tout de suite, donc Superbe tout de suite, j'ai voiture. vécu de ça. Super voiture, la 404. Ah, c'est Mon super. grand-oncle en avait une et on la sortait tous les dimanches. J'ai des merveilleux souvenirs Ah oui. des balades en 404. Ah oui, et j'ai un souvenir de 404 extraordinaire et tout à fait unique. Je me promenais un jour du côté de Harar. Harar, c'est à l'est de l'Éthiopie. C'est la cité où Rimbaud a habité à un moment donné. Et c'est une ville qui est ceinte de murailles, ce qui est la seule ville d'Éthiopie. Et j'arrivais par une colline à pied, et en haut de la colline, il y avait un val et la cité d'Harar, et sur l'autre colline qui était en face. Et il y avait une route qui descendait, et une route qui croisait. Et puis peut-être une ou deux autres routes, je me souviens plus très bien. Bon, voilà. Et dans mon champ de vision, mais comme dans un rêve, j'ai vu, donc ça, je suis arrivé, là, 14 voitures qui étaient 14 404 bleues. Et dans ce champ de vision, ce panorama, si tu veux, qui était quand même relativement vaste, il y avait 14, je les ai comptés, il y avait 14 voitures bleues qui étaient des 404. C'est tout ce que j'avais comme information, ce que j'avais sous les yeux. C'était Il y a eu inimaginable. une convention, il y avait un. Non, à Harar, à l'est Je de sais l'Éthiopie, pas. tu vois, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de ce J'essaie genre de de- choses. C'était très, 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 très étonnant. Et bon, je suis arrivé à Harar, et là, je me suis aperçu qu'il y avait plein de 404 bleus. Tous les taxis étaient des 404 bleus. D'accord. À Djibouti, il devait y avoir un concessionnaire Peugeot, mais c'était des 404 qui avaient déjà 40 ans d'âge. Ouais, Hein. bah, j'imagine, ouais. Toutes à Ouais. l'époque, même à l'époque. Et un concessionnaire qui avait dû vendre et tout ça. Et je crois que maintenant, ça a été remplacé par les Toyota. Mais donc, c'est une histoire mignonne sur les 404. Marrant. Ok. À l'heure de la déconnexion de l'humanité de la réalité pour s'isoler dans la virtualité, as-tu l'impression que le spectacle vivant flirte avec l'anachronisme? Alors, quand on va à Avignon, 250 000 personnes, pas habitants, mais 250 000 personnes qui, pendant 3 semaines, qui se baladent dans les rues d'Avignon à voir les 1600 spectacles du Hof et ceux du IN. Là, on est dans une réalité tangible. On est dans une réalité où les gens ont tellement de plaisir, le public a tellement de plaisir à se balader dans cette ville splendide, à voir des spectacles, à en parler, à
toutes les terrasses de café, dans les restaurants. Ce plaisir est palpable. On n'est pas du tout là dans un monde virtuel. Donc, la question était complexe au début. Il y avait plein de mots que j'ai à peine compris. Tu veux que je la répète? Oui, oui, je veux bien. Mais À l'heure où la déconnexion de l'humanité, de la réalité, pour s'isoler dans la virtualité, as-tu l'impression que le spectacle vivant flirte avec l'anachronisme? je pense pas. Je pense pas. Donc, si on entend, enfin, si on voit ce nombre considérable de public de 250 000 personnes, hein, ils viennent Est-ce de que tu as partout. l'impression ou t'as pas l'impression que Avignon, ce n'est qu'une parenthèse ou c'est qu'une parenthèse dans l'année? Est-ce que tu as l'impression que tu as la même ferveur tout au long de l'année pour le spectacle vivant? Euh, le spectacle vivant ne marche pas trop mal. Alors, bien sûr, on peut dire le contraire, c'est de plus en plus difficile, il y a de moins en moins de subventions, etc., etc., mais on va pas faire de... la question n'est pas là. Mais globalement, il y a pas mal de salles à Paris, il y a du monde. Euh, j'ai pas l'impression que ce soit anachronique. Euh, Le spectacle vivant, c'est les battles aussi. Le spectacle vivant, c'est tout ce qui se passe partout, un petit peu en France, en région parisienne, en banlieue, dans Paris. Ce sont des types de spectacles différents. Mais le fait que les gens, qu'on se déplace pour aller voir quelque chose se passer, un événement avec des mots, parce qu'il y a spectacle et théâtre, hein, on peut faire peut-être la distinction, hein, il me semble. Le théâtre, il est nécessaire qu'il y ait des mots. Spectacle, c'est de l'image. Et le théâtre peut être du spectacle. Enfin, voilà. On ne peut pas dire que le cirque soit du théâtre, par exemple. Hein, voilà. Donc, il me semble que le théâtre a vraiment besoin des mots. Mais il y a plein de types de spectacles où on va à la rencontre de comédiens, de chanteurs, de gens qui sont là physiquement présents. Et ça, regarde, les salles des grandes salles de concert, par exemple, où tu as 10 000, 15 000, 80 000 personnes qui se déplacent. Donc, je ne pense pas que ce soit anachronique. Non, je pense que ça correspond à un vrai besoin. Comment vois-tu l'avenir pour le spectacle vivant? Je n'ai aucune expertise sur la question. Intuitivement, alors, on rentre peut-être, je parle pour la France, dans une vision plus libérale de la création artistique, c'est-à-dire avec peut-être moins de subventions. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait se dire que le spectacle vivant est peut-être légèrement en péril. Donc voilà, mais je ne suis pas certain. Regarde, par exemple, il n'y a pas de subvention, très peu de subventions en Argentine pour le cinéma, et le cinéma argentin est très vivant. Il existe, il trouve des solutions pour tourner, pour faire... Donc il y aura peut-être à un moment donné un peu moins de subventions, donc peut-être un petit peu moins de comédiens. Mais est-ce que le spectacle... Je ne sais pas. Je pense que ça ne mettra pas en péril l'idée même du théâtre. Quelles sont les œuvres qu'il faut absolument lire ou voir avant de mourir? Les œuvres qu'il faut absolument lire ou voir avant Selon toi. Ah oui, oui, avant de mourir. Alors, il y a tellement de belles choses. Il y a tellement de belles choses partout, partout, partout. Là, moi, je trouve que ce qui est excitant, c'est essayer comment dire, de
de rentrer Moi, là, pour le moment, j'essaye. Mais on parle beaucoup de Saint-Augustin, un truc comme ça. Alors, je me dis, mais qui c'est ce monsieur-là dont on parle avec autant de déférence et puis Eh bien, effectivement, c'est inouï. Pour moi, en tout cas. J'y pense que je pense que ceux qui entrent dans la pensée des Grecs classiques, de ces grands esprits, ça doit être la même excitation. Là, par exemple, chez Saint-Augustin, je, 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 je lis des phrases, je lis des chapitres que je ne comprends pas, et pourtant, je sens vraiment les limites de mon esprit. Ça ne t'empêche pas de les savourer. Mais ça ne m'empêche pas de ressentir l'immensité, comment dire, l'espace sensible, intellectuel, humain que la pensée de Saint-Augustin va occuper, oui, c'est ça. Et ça, même si je ne le comprends pas, je savoure et ça me plaît. Voilà, il me semble que c'est ce type de lecture qui vous dépasse. C'est comme la grande littérature. Enfin, des phrases magnifiquement dites, Claudel par exemple. On peut se dire, oh, barbant, ou un truc comme ça. Mais tout d'un coup, quand on savoure le rythme, la densité des mots à l'intérieur d'un rythme, du rythme de la phrase ou tout ça, la beauté même de ce que ça représente. Eh ben, voilà, je pense, moi, il me semble que ça, avant de mourir, c'est pas mal. Parce que c'est pas le fait de se dire « Ah, super, j'ai compris la mécanique du monde, je peux donc mourir ». On ne comprend pas mieux la mécanique du monde, mais on est plus en phase avec les interrogations d'hommes comme Montaigne, comme Brassens. Ce sont des compagnons de vie, ces gens-là. C'est-à-dire qu'on se dit que ils ont existé il y a 15 siècles, il y a 5 siècles, il y a 50 ans, et moi, ça me permet pas de mieux vivre dans le quotidien, mais de me dire que j'appartiens à cette immense famille des humains dont certains essaient de penser, de réfléchir, voilà, avec un regard plein de compassion, plein d'amour, plein de fraternité. Et je trouve que c'est ça qui est, avant de mourir, je trouve que c'est plutôt ça qui est sympathique à côtoyer, quoi. Donc Ouais. Saint-Augustin et Camille Claudel. Non, mais pour d'autres, ça seront d'autres. Je pense que mais pour toi, c'était la question. Pour moi, c'est essayer de comprendre, et pas que de comprendre, mais d'être à la hauteur de ces interrogations dans les confessions, par exemple. C'est inouï. J'ai rien appris, hein, j'ai pas fait d'études, donc il y a peut-être des dimensions que j'ai des difficultés à percevoir, et donc c'est plus compliqué, mais c'est juste se dire que c'est le fait de s'interroger sur le monde et d'avoir un regard aimant et simple sur le monde, qui fait qu'on appartient à une fraternité, qui fait qu'on appartient à un groupe. On peut mourir, mais il y en aura d'autres qui ressembleront à Montaigne, qui ressembleront à je sais pas, peut-être enfin bon, à plein d'autres, tu vois. Voilà. Enfin. Quel conseil pourrais-tu offrir à ceux qui débutent ou qui aimeraient se lancer dans une carrière de comédien ? Alors, premier conseil, le conseil le plus trivial qui soit, qui est peut-être pas du tout un bon conseil, c'est que si tout d'un coup il y a une embellie, on vit dans un monde quand même un peu dur, c'est se mettre un toit sur la tête. Donc tu vois, c'est un conseil trivial. Mais voilà. Autrement,
c'est une aventure et comme dans une aventure, une vraie aventure, c'est-à-dire où on se lance à corps perdu, mais il faut préparer le voyage, ça se prépare. Ça se prépare sans doute intellectuellement, par des lectures, par un apprentissage, par des relations avec des, des, il doit y avoir un autre mot, mais enfin, ou des maîtres, des gens qui peuvent vous canaliser déjà, ne pas perdre trop d'énergie et, et, et puis après ne pas avoir peur de s'effondrer, ne pas avoir peur de- des difficultés, c'est c'est- alors, c'est difficile de donner des conseils. C'est très difficile de donner des conseils à qui que ce soit, de toute façon. Euh, Donner des conseils à ses enfants, par exemple, hein, c'est plus facile parce qu'il y a un rapport. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Oui, parce que ça me permet de mieux comprendre la question. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil à mes enfants si elles avaient envie d'être comédiennes? Euh, Oh, ce serait un truc bateau. Ce serait vraiment un truc bateau. Ce serait faites des études qui vous intéressent et parallèlement à ça, vous en plus faites du théâtre, faites tout ça et vous choisirez un peu plus tard. C'est vous qui verrez un peu plus tard. Ouais. Très bien. Penses-tu à ton héritage culturel, à ce que tu souhaiterais laisser derrière toi? Euh, alors, ce que je souhaiterais laisser derrière moi, culturellement, hein, Oui, c'est juste ça. Je- J'écris pas, je fais pas de cinéma, de trucs comme ça. C'est que, que, le, que des spectateurs puissent avoir du plaisir à, euh, comment dire, à ce que j'ai pu faire d'un texte. Tu vois? Voilà, c'est ça, à ma proposition sur un texte, voilà, comme ça. Tout d'un coup, ah bah tiens, c'est super, ah bah c'est pas mal, ah bah oui, comment ça, comprends, voilà. Euh, donc là on est assez sur le moment, mais peu sur le, sur ce que tu vas laisser oh ou non, rien. un souvenir de quelqu'un qui savait faire vivre un texte. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui. Oui, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Bah alors c'est très, oui, oui, c'est très, oui, oui, pourquoi pas. Oui, 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 oui. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Parce que je n'invente pas de forme. Je ne me considère pas du tout, c'est ça comme un artiste. Pas du tout. J'ai pas la sensation d'être un artiste. Je suis très concret. Je, je regarde mon compte en banque. Alors, un artiste peut regarder son compte en banque, bien évidemment. Je, voilà. Pas dans les nuages, quoi. Je, ne- je, ne- je, ne- En tout cas, je ne dis pas que je suis dans les nuages. Si tu veux, je ne me flatte pas de ça ou je ne fais pas de lien entre le métier que je fais, je pense que le métier de comédien, c'est un métier extrêmement concret. C'est un métier où on a besoin de compter les uns sur les autres. C'est pour ça que ce sont des familles au théâtre. Parce qu'on doit savoir qu'à 39 de fièvre, eh bien, tu viendras quand même jouer. Parce que sinon, tu mets en péril l'équilibre, l'économie de la pièce. Et tout le monde s'est donné à fond. Donc voilà, c'est pas un métier d'illuminé. C'est un métier extrêmement concret, le métier de comédien. Hein. Et quand on a un texte à dire, c'est concret un texte. C'est pas des idées qu'on va rajouter au texte, c'est qu'on va aller chercher le texte. Il est concret le texte. Il y a eu un geste littéraire derrière. Il faut aller chercher ce geste-là. Cet esprit, a priori assez vaste, qui a écrit, qu'est-ce qu'il a voulu dire vraiment? C'est quoi le substrat vraiment réel du texte? Donc toi, tout ça, c'est
hyper concret. C'est pas des gens éthérés qui font ce métier-là. C'est l'inverse de gens éthérés. Hein. En conclusion, puisqu'on a commencé par une citation, on va conclure par une autre. Les gens croient penser, mais tout ce qu'ils font, c'est réarranger leurs préjugés. Quel est ton avis? En même temps, le truc tourne, donc parce que moi, j'aurais besoin de répondre demain pour réfléchir un peu à ça. Ça, c'est sympa, c'est très sympa comme question. Les gens croient penser, mais en définitive, ils s'arrangent avec leurs préjugés. Ils réarrangent leurs préjugés. Ils réarrangent, oui, oui, c'est ça, ils réarrangent leurs préjugés. Alors, je pourrais pas répondre exactement là-dessus, mais ce qui veut dire une chose, c'est que ce serait peut-être pas mal de ne pas trop penser, puisqu'effectivement, penser, c'est peut-être s'arranger, réarranger ses préjugés, peut-être s'arranger avec soi-même, avec les difficultés, on biaise beaucoup, comme quand on parle, on biaise beaucoup, hein, quand on parle. Souvent, les mots ne sont pas là pour exprimer la vérité la plus sincère, mais malgré soi, on s'arrange avec cette vérité la plus sincère. Donc, penser... On est dans un monde, j'ai l'impression, où on pense beaucoup, où on pense, on croit que l'on pense On beaucoup. pense qu'on pense. On pense qu'on pense. On pense qu'on peut avoir un avis sur tout. Et ça, c'est une erreur considérable qui mène à ce que l'on voit dans notre société, je pense, il me semble. On croit qu'on peut avoir un avis sur des choses extrêmement complexes. On vous demande votre avis d'une façon très sérieuse. Et voilà, et on attend votre réponse d'une façon très sérieuse. Alors on a l'impression qu'on est quelqu'un qui est capable d'avoir un avis intéressant sur la question. On pense trop. Je pense qu'on ne regarde pas assez. La difficulté de notre monde, et c'est ce que disait un des prix Nobel français de physique, je n'ai plus son nom en tête, un mec assez génial, qui disait qu'il était le produit de l'intelligentsia française. Il était capable d'apprendre le russe en 6 mois, un esprit extrêmement élaboré, prix Nobel de Charpak, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Il disait qu'un jour, il était sur les bords de la banquise avec un Inuit, et cet Inuit lui faisait remarquer les légers mouvements de la banquise. Et c'est des mouvements qu'il ne voyait pas. Et il disait, moi qui suis un pur produit de la formation intellectuelle française, je ne suis pas capable de voir ce qu'un esprit moins élaboré de ce point de vue-là est capable de voir. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas dans nos écoles, on n'apprend pas à voir, à regarder la réalité. On travestit ce que l'on voit et par la pensée. On pense ce que l'on voit. Et on ne croit pas ce que l'on voit. On voit ce que l'on pense. Et je pense que c'est un vrai danger. C'est le monde dans lequel on vit. Et on voit ce qui se passe autour de nous. C'est pas génial, c'est pas glorieux. Voilà. Donc, ouais, je dirais que... Une sorte de compétition d'esprit étriquée un peu. Il y a alors une compétition d'esprit, et même hors de la compétition, il y a l'idée que il suffit d'avoir un avis, de dire quelque chose pour que ce soit intéressant. Voilà. Alors que si on était beaucoup plus humble et juste s'arrêter au stade du regard, regarder et se suffire de ça, de voir, de regarder et d'essayer juste de dire ce que l'on voit, c'est tout. Et pas d'en faire des conclusions et puis des théories, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Moi, il me semble que notre monde pêche par cette qualité du regard qui se meurt. Qui un petit peu, peut-être, ouais.
Comment s'ouvrir aux autres, au monde, aux idées différentes des nôtres? Puisque ça fait suite. Ah oui, comment s'ouvrir au monde, aux autres, euh, Aux idées différentes des nôtres. et aux... euh, alors, pas par le relativisme. Il me semble que depuis quelques dizaines d'années, une espèce de démission justement d'un esprit rigoureux, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus les réalités en face et on relativise tout. On dit ah ben, telle chose ressemble à telle chose. Telle religion, puisque c'est une religion, c'est le même mot, ressemble à telle religion, etc. etc. C'est-à-dire qu'on ne fait plus l'effort de distinguer, de voir les différences. Elles sont intéressantes, les différences. Elles sont nécessaires. Si on veut vivre dans un monde où il y a une biodiversité, on parle de biodiversité, de diversité, il faut qu'il y ait des diversités culturelles, il faut qu'il y ait c'est tout à fait indispensable. Et la question, parce que je me perds dans ce que je dis. Comment s'ouvrir aux autres? Comment s'ouvrir aux autres? Alors je pense qu'on peut s'ouvrir aux autres quand on n'est pas étouffé par les autres. Et je pense qu'on peut s'ouvrir aux autres grâce aux frontières. Ça peut paraître curieux et paradoxal. On peut vivre parce qu'on a une peau. La peau est une frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Sans la peau, on ne pourrait pas vivre. Je pense que les cultures peuvent vivre s'il y a des frontières. Il faut que les frontières soient poreuses, enfin qu'on puisse passer à travers les frontières, mais avec des limites. Sinon, qu'est-ce que c'est? Sinon, c'est le règne du plus fort. C'est la loi du plus intolérant. C'est la loi du plus puissant, du plus riche, ou etc. Donc il est indispensable pour que les cultures puissent exister et s'enrichir les unes les autres, qu'il y ait des frontières, pour que ces cultures puissent continuer d'exister et s'enrichir. Sinon, elles sont bouffées. Elles sont bouffées. Elles sont bouffées par je sais pas moi, la chanson française pourrait être bouffée. Il y a des règles, fort heureusement. C'est ça les frontières. Par exemple, la chanson française, je crois que sur les radios... Les quotas. Il y a des quotas qui permettent aux chanteurs français. Sinon, il pourrait ne plus y avoir de chansons françaises. Très vite, plus... Enfin, j'en sais rien, je parle de ça. Je parle pour tout. Voilà. S'ouvrir aux autres, c'est possible si on n'est pas étouffé par les autres. Merci Bernard. Merci, c'était vachement intéressant. Je trouve que tu poses des questions très intéressantes. Écoute, je te remercie. Oui, c'est tout à fait inattendu. Je ne savais pas. Je n'ai pas regardé ce que tu m'as envoyé. Ah bah écoute, maintenant tu sauras. Oui. Voilà, d'accord. Allez, salut très l'artiste. Bien. Ciao.